Lettre d'Henri Despérières du 13 septembre 1914. La guerre de mouvement. Henri Despérières est originaire du Lot-et-Garonne. Né en 1893 dans la commune rurale de Montflanquin, il effectue son service militaire comme fantassin au 14e RI de Toulouse en août 1914. Il entretient pendant tout le conflit une riche correspondance avec ses parents et sa sœur. Il disparaîtra sur le champ de bataille avec un tiers de son régiment en septembre 1915. Son corps ne sera jamais retrouvé. Dimanche 13 septembre 1914. Bien chers parents, je comprends votre inquiétude de ne pas recevoir plus souvent de mes nouvelles. Mais je vous ai prévenu. Il m'est très difficile d'écrire, et en plus de cela, il m'est très difficile de faire partir mes lettres. Nous ne voyons le vaguemestre que très rarement. Je n'ai pas encore touché les 20 francs que j'ai reçus de vous, il y a bien de cela 15 jours. Mais cela m'occupe peu, car je ne trouve rien à pouvoir acheter. Laissez-moi maintenant vous exprimer toute la joie, tout le bonheur que j'ai enfin. Nous avançons enfin. Nous les avons battus et ils reculent. Ils fuient au plus vite. Ah, comme cela fait plaisir de revenir de l'avant. Bien que je ne vous l'ai jamais annoncé, vous deviez savoir que nous battions en retraite depuis longtemps, depuis trop longtemps. Or, depuis 3 jours, nous avons bien gagné 40 kilomètres, et ils fuient. Ils fuient. Nous les suivons, et si Dieu le veut, nous les jetterons hors de France. Oh, quelle peine cela avait été pour nous d'abandonner tous ces beaux villages français à l'envahisseur. Et quelle joie maintenant de les retrouver, bien que pillés, dévastés, brûlés quelquefois. Allons, il ne faut jamais désespérer de la France. Si les nouvelles, les bruits qui courent sont vrais, j'espère bien qu'il n'y en a pas pour longtemps avant que l'Allemagne soit réduite à merci. Je vous dirai maintenant, pour parler un peu de moi, que je suis encore sain et sauf, sans une égratignure. La 11e a été une des compagnies les moins éprouvées. Simple hasard. Nous avons été engagés aussi bien que les autres. Mais le danger jusqu'ici semble m'éviter. Pour moi, je vous jure que je ne cherche pas à le fuir. Je vous dirais même que je n'aurais pas cru être aussi courageux. Je suis toujours très calme sous le feu. Certes, aux veillées d'hiver, aux veillées futures, j'aurai de quoi raconter des histoires. Ce seront des histoires très tristes, car rien, je vous assure, n'est si triste, si horrible que la guerre. Mais j'espère que ce seront pour la plupart des histoires glorieuses. Vers l'époque à peu près où je vous ai envoyé ma dernière lettre, j'ai pu apercevoir et saluer 3 de mes connaissances ou voisins soldats. Henri-François, Aymar-Simard, Barjou. Aujourd'hui, j'ai vu un des fils Tessèdre. Mais depuis que j'ai vu les 3 premiers, a eu lieu la bataille qui a duré 3 jours pour nous et même 4. Lundi, mardi, mercredi et jeudi dernier. Nous avons passé une rude semaine. Donnez-moi des nouvelles des soldats de chez nous et n'ayez pas trop de soucis pour moi. Je reviendrai. Puis, ne vous étonnez pas de ne recevoir que des lettres très rares. Pour vous, écrivez-moi le plus souvent possible. J'ai reçu il y a 2 jours 2 cartes de vous. Je vous assure que si vous êtes heureux d'avoir de mes nouvelles, je ne suis pas fâché d'avoir des vôtres. Ce qui me donne du souci, c'est cette pauvre vieille grand-mère. Dieu veuille la conserver encore et que je la retrouve à mon retour. Je voudrais bien avoir des nouvelles d'Émile, mais je ne crois pas qu'il puisse avoir couru beaucoup de dangers. Les régiments de réserve ont été beaucoup moins exposés que nous. Jeudi 17 septembre. Je n'ai pas encore pu expédier ma dernière lettre. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »
Nous avons retrouvé l'ennemi dimanche au soir. Nous avons été engagés fortement hier et avant-hier, surtout hier. Nous sommes allés à l'attaque, mais nous avons dû reculer sous une pluie épouvantable d'obus. Je suis sain et sauf. Les morts sont rares, mais les blessés sont nombreux. Il n'y a qu'un officier sur 3 à la compagnie qui soit indemne. Le sous-lieutenant de réserve. Le résultat de ces 3 ou 4 journées de combat est assez indécis. Nous avons avancé quelque peu. Patience, nous vaincrons. J'ai reçu ce matin 3 lettres ou cartes de vous. Du soulagement à cette pauvre grand-mère, je voudrais bien la revoir. N'ayez pas trop de soucis pour moi. Avec du sang-froid, on s'en tire habituellement bien. Je suis toujours très calme sous le feu. Ce sont ceux qui fuient qui sont le plus souvent atteints. J'ai hâte d'expédier cette lettre car je pense qu'avant de la recevoir, vous aurez grand souci. Je ne sais pourtant pas encore quand je pourrai voir le vaguemestre. Il ne vient guère sur la ligne de feu, comme vous pensez. Adieu, chers parents. Je vous embrasse tout tendrement. Henri Desperrières. Je vous renvoie votre enveloppe, je n'en avais plus. Lettre d'Henri Desperrières du 20 février 1915. La guerre de position. Henri Desperrières a survécu au premier combat, à la différence de beaucoup de ses camarades. Dans cette lettre, il évoque le quotidien de la guerre des tranchées, vécu par un jeune fantassin. Il sera tué en septembre 1915. 20 février 1915. Mes chers parents, je vous écris enfin de 152 après 4 jours passés en première ligne, en pleine bataille. J'ai dormi un peu cette nuit, mais je suis encore bien fatigué. J'ai heureusement reçu en arrivant votre colis, destiné à améliorer mon menu le jour de carnaval. Je fêterai carnaval un peu plus tard, voilà tout. Ah, je me rappellerai le mardi gras de 1915. J'espère ne jamais en passer de semblable. Partis de Suippes à 3 heures, nous arrivons en première ligne assez de bonne heure dans la matinée. Les tranchées, les boyaux étaient pleins de soldats. 2 ou 3 bataillons devaient attaquer sur divers points. Le premier du 14 était parmi ceux-là, et nous étions sa réserve, avec tout le 3e bataillon. Vers 9 heures, le bombardement commence, comme toujours, c'est quelque chose de terrible. Le tir des canons atteint la vitesse du tir d'une mitrailleuse. Les obus sifflent en passant sur nos têtes, et le ciel semble peuplé de bêtes méchantes qui fondent les unes après les autres sur une proie. Enfin, vers 10 heures, 3 détonations sourdes nous parviennent les unes après les autres. Les lignes ennemies et le sol oscillent par 3 fois sous nos pieds. Ce sont 3 sapes qui sautent. Les canons tirent toujours, et bientôt le claquement familier des balles nous parvient. Ils sont partis. Des minutes se passent. On nous commande d'avancer. Que se passe-t-il? Les premières lignes ennemies sont prises. Les Boches décampent, tout va bien. Nous allons renforcer. Une à une, les sections de la première partent, mises à la disposition de compagnies déjà engagées. Il arrive même que grâce à des commandants de compagnies fort peu consciencieux, des sections sont employées aux dures besognes et partent avant ceux qu'ils allaient renforcer. Je reste en arrière avec le lieutenant et ne vais pas à l'assaut. Les dernières sections de la compagnie restent en réserve immédiate des premières lignes. Il nous arrive quelques obus. Un 105 tombe à 3 ou 4 mètres de moi, sur le parapet du boyau que j'occupe. Je reste tout assourdi, mais indemne. Le soir arrive. Toute la compagnie se retrouve dans une tranchée de première ligne que nous devons tenir. Résultat des attaques de la journée, excellent. À notre droite, le 88 a pris 2 ou 3 lignes de tranchées ennemies, fort près les unes des autres à la vérité. On a progressé de 800 mètres à peu près en profondeur.
Sur notre point, on a moins avancé. Exactement face à nous, on n'a occupé que l'entonnoir formé par l'explosion d'une sape. Vous ne vous faites pas une idée peut-être de ce que sont ces entonnoirs. Celui dont je parle a 7 ou 8 mètres de profondeur à son centre et a bien à sa partie supérieure 25 à 30 mètres de diamètre. On met une compagnie, quelquefois davantage, pour l'occuper. Nous couchons à la belle étoile dans notre tranchée. Le lendemain, comme la danse va recommencer, nous cédons la place aux compagnies qui vont attaquer, et on nous met en réserve dans l'entonnoir d'une ancienne sape. Et la danse recommence en effet. Bombardement formidable. Attaque. Nous progressons encore. L'artillerie ennemie répond un peu plus qu'hier, mais elle donne moins bien que la nôtre. Au moment où je déjeune dans un boyau, alors que mon ami Guirado m'ouvre une boîte de confiture, un fusan éclate, presque exactement sur notre tête. Nous le saluons très bas. Nous ne sommes pas touchés. Guirado a fait perdre le jus de la confiture. Ce n'est pas trop grand-chose. La journée a passé. Le bataillon n'est pas engagé. Le soir, dans la nuit, on nous relève et nous allons coucher un peu en arrière de la maison forestière. Jeudi 18. Nous partons dès le matin en première ligne. Le 2e bataillon du 14 attaque. D'abord en réserve dans un entonnoir, nous allons renforcer le soir. Nous flanquons à gauche les jonctions conquises et organisons un boyau à 20 mètres des boches. La nuit, lancement de fusées, de pétards. Promenades diverses pour moi ou mes agents de liaison à travers des boyaux encombrés. Pas de sommeil, bien entendu. Il fait très froid. Les heures sont longues. Le lendemain, 19, on nous annonce que nous allons être relevés. Le 4e corps est arrivé depuis hier. C'est lui qui va continuer les attaques. Effectivement, vers midi, nous sommes relevés et nous arrivons le soir à 152. Aujourd'hui, 20, nous nous reposons. Quelles ont été mes impressions en ces jours d'attaque ? Bonnes, certainement, en ceci que l'on doit être content quand on a fait des progrès. Les nôtres sont fort appréciables. J'ai vu les communiqués du 16, 17, 18. Ils sont très exacts. Aussi, je ne vous résume pas en gros ce que nous avons fait, pris, conservé. Mais je vous dirai en toute franchise que malgré mon désir de bien faire, je me suis senti quelquefois déprimé, très anxieux. Certainement, s'il avait fallu, je serais parti à l'assaut, moi aussi, mais sans enthousiasme. Voyez-vous, l'atmosphère où l'on vit en ces jours d'attaque finit par éprouver les mieux trempés. Tout d'abord, le mystère qui entoure ce que l'on fait bien souvent. On part. Où va-t-on ? Attaquer ? Où ? Puis, le formidable bruit qui vous entoure vous domine, vous fait sentir que vous n'êtes qu'une pauvre chose toute fragile, qu'un peu de fer a vite fait de détruire. Puis, après les premiers engagements, le défilé des blessés dans les boyaux, les traînées de sang qu'ils laissent dans la boue. Après, quand on arrive dans les tranchées conquises, la fusillade continue, énervée, les soldats qui tombent, des morts sur lesquels on marche parfois. Enfin, la nuit longue, froide, interminable, sans sommeil. Tout cela vous impressionne, vous affaiblit moralement. Ah, qu'il me tardait de revenir au repos. Les pertes de la compagnie ne sont pas élevées. Nous n'avons pas fait d'attaque à proprement parler. Nous avons eu 4 ou 5 morts et une dizaine de blessés. Si demain nous sommes encore ici, je répondrai à votre lettre du 15. 1er mars 1915. Merci encore une fois en tout cas de votre gros colis du Mardi Gras. Ah, les poulets sont encore bons. Quand donc en mangerai-je à Gardel ?
Merci des 10 francs reçus aujourd'hui. Je suis très riche maintenant. J'ai reçu toutes les sommes que vous m'avez envoyées et dont vous me parlez. Adieu mes chers parents. Je vous embrasse de tout mon cœur. Henri Desperrières. Ah, que j'ai regretté ces jours derniers de n'avoir pas de pellicule. Certains ont emporté des trophées, des objets pris aux Allemands. Moi, je n'ai rien pris. Mais je pensais toujours. Quelles vues inestimables j'aurais emportées si... Lettre de Pierre Suberviole du 12 octobre 1918. Vers la fin des combats. Pierre Suberviole est né en 1896 à Montauban. Engagé volontaire à 17 ans, il se trouve d'abord mobilisé comme chauffeur mécanicien. Il part ensuite sur le front oriental et revient en France en octobre 1917. Il est alors affecté dans l'artillerie d'assaut et devient conducteur de chars. Il perd un œil au combat 3 semaines avant l'armistice, mais en réchappe. Il a écrit à sa mère pendant toute la durée de la guerre. Le 12 octobre 1918. Ma petite mère. Les jours se suivent, les émotions se succèdent, et la nouveauté suffit malheureusement à dissiper l'affreux cafard que contiennent les brouillards de Belgique. Le soir même où je t'envoyais la longue lettre de Dunkerque, nous recevions l'ordre de départ pour le front. Et j'ai eu le plaisir de repasser par tous les coins où, en fin 1915, j'avais si longtemps roulé ma bosse. Et j'ai pu voir et traverser, nos lignes ayant de beaucoup avancé, les terrains tragiques où, depuis 1914, se déroule cette guerre affreuse et terrible. C'est ici qu'a été blessé Paul Galinier. Jamais, mère, je n'avais vu de paysage aussi sinistre. À perte de vue, le terrain est bouleversé. Pas une place qui n'ait reçu son obus. Quant aux arbres, ils sont rasés ou pareils à des spectres hideux, ne conservant qu'un tronc noir et calciné, complètement dépourvu de branches. Tout cela est bien beau, n'est-ce pas, mes mères? Mais il y a l'à côté. Tous ces trous sont pleins d'eau. Ils sont tellement serrés que c'est avec peine que nous avons réussi à monter la tente. Le brouillard humide et persistant vient nous embêter jusque sous la toile. Enfin, petite mère, ça va tout de même. Ton Pierrot est toujours courageux. D'ailleurs, la guerre va finir bientôt. Gros baiser, Pierre. Lettre de Paul Pirot du 23 mai 1916. Verdun, une vision de l'enfer. Paul Pirot est né en 1890 en Dordogne, comme son épouse Marie. Simple agriculteur, mais instruit, il est incorporé au 112e régiment d'artillerie lourde. Après un passage en Artois dans la région d'Arras, il arrive à Verdun, début avril 1916, lors de la grande offensive allemande. Le 23 mai 1916, il écrit plusieurs lettres, tant il a peur de mourir au combat. En fait, Paul Pirot survivra à la guerre. Le 23 mai 1916. Verdun est une chose impossible à décrire. Il y a environ 7 à 8 kilomètres pour se rendre à Douaumont. Aucune tranchée, pas de boyaux, rien que des trous d'obus les uns dans les autres. Il n'y a pas un seul endroit qui ne soit bouleversé. À voir ce travail, on ne peut imaginer la consommation d'obus de tout calibre. Des trous de 380, pouvant contenir une quinzaine de chevaux. Plus de bois. Les arbres déchiquetés ressemblent à des poteaux télégraphiques. C'est la dévastation complète. Aucun carré de terrain n'a été épargné.
Il fallait y venir pour se rendre compte. On ne peut imaginer une pareille chose. Tous les engins ont été réunis en grand nombre sur cette partie du front. Les canons sont bouche à bouche et ne cessent de tirer. Montre en main, il n'y a pas une seule seconde pendant laquelle le canon cesse. Pas d'attaque en ce moment, et cependant, il y a des pertes. Les obus tombent et fauchent tout et sans pitié. On ne sort que la nuit pour travailler dans cette terre qui a été remuée 100 fois. Les cadavres de chevaux crevés infectent cet immense champ de bataille. On fait une tranchée, des obus arrivent, il faut recommencer si on est parmi les survivants. Les attaques deviennent impossibles. Dès qu'une troupe peut sortir, l'artillerie la prend dans son feu. Il y a trop de canons de part et d'autre. Tant qu'ils seront là, l'avance ou le recul sont impossibles. Vous pouvez être sûr que Verdun ne sera pas pris. Ici, c'est l'extermination sur place sans voir l'ennemi. Bientôt, nous serons relevés. Je me demande comment je reste debout après tout cela. On est hébété. Les hommes se regardent avec des yeux effarés. Il faut faire un effort considérable pour tenir une conversation. Lettre d'Henri Castex à sa sœur, sans date. Au cœur des combats. Né le 16 novembre 1888 à Masseube, dans le Gers, Henri Castex est militaire de carrière à la mobilisation. Il participe au combat en Lorraine avec le 288e RI de Mirande à la fin du mois d'août 1914. Il meurt en septembre 1916 sur le front de Verdun avec le grade de capitaine. Le 23 août, nous avions cantonné à Éton, petit village à 25 km environ à l'est de Verdun. Après une nuit dans une grange, nous prîmes nos positions le matin à l'aube. Journée superbe. On nous fit installer sur un plateau à gauche du village. Derrière nous, notre artillerie s'installe à 200 mètres environ. Jusqu'à 8 heures du matin, quelques coups de fusil simplement. Puis, notre artillerie tire dur sur des groupes ennemis qui, paraît-il, s'avancent vers nous. Vers 9 heures, tout va bien. Sans nous soucier de rien, nous regardions bravement le tir de nos canons que l'on voyait éclater au loin, car nous avions devant nous une vallée et derrière des collines. À 9 heures exactement, nous entendîmes un sifflement aigu. Instantanément, nous nous couchâmes, et presque aussitôt, un éclatement formidable à 4 mètres en avant de ma compagnie. C'était le premier obus allemand qui tombait sur nous. Et alors, à partir de ce moment, ce fut une jolie danse. Les obus nous arrivaient sans discontinuer, et jusqu'à 8 heures du soir, ce fut ainsi. Ils nous en ont envoyé au moins 20 000. Notre artillerie à 10 heures était obligée de s'en aller, à moitié démolie. Tout le monde tient bon. Devant nous, nos camarades sont dans la vallée et montent vers les coteaux en face. La fusillade crépite, mais bientôt le bataillon est obligé de s'arrêter, car ils sont déjà trop loin et l'ennemi les tourne à droite. Ils reviennent vers nous, occupent les tranchées à notre hauteur. Nous voyons en ce moment l'infanterie ennemie s'avancer droit sur nous. On tire et on l'oblige à s'arrêter, mais à droite, le combat doit être terrible, car la fusillade et la canonnade font rage. 3 heures de l'après-midi. Un moment après, des obus éclatent sur nous et nous viennent de droite. Que se passe-t-il ? Personne ne sait rien. Les hommes commencent à avoir peur. On en voit même quelques-uns qui s'en vont plus en arrière. Les blessés sont nombreux. À notre droite, au loin,
on voit un autre régiment se replier. Nous, nous tenons toujours bon. L'ennemi est tout près. Nous entendons leur hurrah. Ils rentrent au village. Il faut partir. Au lieu de se replier en ordre, les hommes se dispersent et partent en arrière en courant. Je ramasse les hommes que je trouve et les fais marcher avec moi. De 20 que nous étions, nous sommes déjà 300 et de toutes les compagnies. À 4 heures du matin, nous retrouvons notre régiment, ou plutôt des débris. On se compte. Il en manquait 800 sur 2200. Au 283e, il en manquait 1200. Lettre d'Henri Despérières du 20 juin 1915. Les réflexions d'un combattant. Le sergent Fourier Henri Despérières est engagé avec son régiment dans la deuxième bataille d'Artois, mai-juin 1915. Déjà fortement éprouvé par la guerre commencée en août 1914, par la disparition de ses camarades et de son beau-frère, le jeune fantassin se confie ici à sa mère. Henri Despérières disparaît sur le champ de bataille avec un tiers de son régiment en septembre 1915. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le 20 juin 1915. Ma chère maman, j'ai reçu ta lettre hier au soir. Non, je ne me plains pas que tu ne m'écrives pas assez souvent, car je sais bien que ce n'est pas par indifférence. Au surplus, pourvu que je reçoive des lettres de chez moi, je suis content, qui que ce soit d'entre vous qui les ait écrites. Nous sommes depuis avant-hier au soir à la stéarinerie, après avoir passé 2 jours terribles en première ligne. 2 jours d'attaque, c'est tout dire. Ces attaques, je dois le dire, n'ont abouti à aucun résultat. Le 83e et le 88e ont pris des tranchées qu'ils ont dû évacuer, et nous nous sommes fait écraser par l'artillerie d'une façon peu ordinaire. Rarement, depuis le début de la campagne, j'avais eu une vue aussi terrible, aussi horrible surtout, de la guerre. Tu ne peux pas t'en faire une idée, chère maman, et c'est heureux. Je t'écris en ce moment à tête reposée, à un moment où aucun danger me menace, et je dis ceci. Je voudrais qu'en ce moment, dans toute la France, il se prononce un mouvement irrésistible contre la guerre. Je voudrais qu'on oblige notre gouvernement à faire la paix. Tu ne peux te figurer comme c'est révoltant pour celui qui, comme moi, a perdu toute illusion, qui voit que la victoire que l'on cherche est impossible. Tu ne peux te figurer, dis-je, comme c'est révoltant de voir comme l'on a fait tuer inutilement de pauvres petits soldats. L'attaque généralisée, qui a eu lieu ces jours derniers, était prévue depuis de longs jours. Je dirais même que toute la 10e armée devait fournir un effort qui devait être décisif, suivant les décisions de l'état-major. L'effort a été fourni. Il n'a pas été décisif, puisqu'il n'a amené aucun résultat appréciable. Encore une fois, le rêve de la trouée nécessaire et possible a été anéanti. Je ne parlerai que de l'attaque qui s'est produite sur notre front, un peu à gauche du fameux secteur des familles, de douce mémoire, dont je vous parlais l'autre jour. Mon impression, comme celle de tous les gens avertis, à commencer par le commandant, le colonel, etc., était que cette attaque ne devait pas réussir, vu les difficultés que nous devions rencontrer. Tranchées terriblement défendues et organisées, insuffisance de notre artillerie, et vu l'état moral des troupes qui était bien loin d'être résolu. Mais l'ordre venait d'en haut. Il fallait attaquer. Alors, le 17 juin, on accumule des troupes dans les tranchées, on accumule des troupes dans les boyaux, et en avant. Comme je te l'ai déjà dit, le 83e et le 88e réussissent, au prix de pertes énormes, à s'emparer d'éléments de tranchées dont ils sont chassés presque aussitôt.
et l'artillerie allemande se met à donner. Cela a été terrible. Les obus tombent sur les boyaux exactement repérés. Pas moyen de fuir à droite ou à gauche, c'est tout plein de soldats. Chacun doit attendre et rester à l'endroit où il se trouve. Il existe certains coins malheureux où les hommes sont blessés et tués. Leurs camarades ne peuvent les enlever ni fuir. Alors, on voit des choses terrifiantes. Des blessés deviennent subitement fous. J'en ai vu un qui se tenait debout dans la tranchée, inconscient de tout danger. Il regardait des fleurs écloses sur le parapet. Petit coquelicot fleuri, disait-il. On en a vu un autre à demi enseveli rire aux éclats en appelant « Papa, maman ». Pourquoi dis-je toutes ces choses? En y pensant, je deviens un peu fou moi aussi. L'attaque du matin 17 n'ayant pas réussi, on a voulu nous faire attaquer le soir, et le lendemain encore. Notre bataillon, d'abord de soutien, était passé en première ligne. Cependant, il s'est passé des scènes auxquelles je ne puis songer sans pleurer. Notre commandant a fait appeler les commandants de compagnie. Il leur a dit à peu près ceci. « Je ne veux pas faire tuer mes hommes inutilement. Ce qu'on nous demande est impossible. Vous ferez ce que vous pourrez, ce que vous voudrez. Je vous couvre. On me fera à moi ce que l'on voudra. Ma conscience avant tout. » Ceci se passait le 17 au soir. Le lendemain, on nous apporte un nouvel ordre d'attaquer. Nos compagnies sont décimées par le feu de l'ennemi. Notre commandant, à force d'insister, à force de plaider, finit par convaincre le haut commandement que d'attaquer en ce moment est impossible. Et il s'écrie encore « Je suis croyant, ma conscience avant tout. Aimez votre commandant parce qu'il vous aime. Je ne vous ferai pas tuer inutilement. J'ai enfin obtenu gain de cause. On n'attaquera pas. » Et on n'a plus tenté d'attaquer. Notre commandant est un officier d'état-major. Il était à la première attaque, et il s'est montré d'ailleurs très brave. Mais il s'est rendu compte que toute l'horreur de la bataille, de toutes les difficultés qu'on nous impose parfois. Je te le jure, maman, si nos généraux, si nos officiers d'état-major venaient aux attaques, si le général chargeait à la tête de son armée et le colonel à la tête de son régiment, la guerre serait vite finie et la paix serait proche. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte. Tu es peut-être étonnée, chère maman, du ton de mes paroles. J'ai vécu des jours terribles, aussi terribles que ceux dont je parle, et je ne me suis pas plaint, telles les journées du début. Mais c'est qu'alors je sentais l'utilité de se battre. C'est qu'alors j'avais cette idée que c'était pour nous une question de vie et de mort, et qu'il fallait vaincre à tout prix pour sauver la France. Plus tard, j'ai eu encore cette idée qu'il fallait essayer de repousser les Allemands et les jeter hors de chez nous. L'expérience a montré que c'était impossible. Et je pleure, et je rage maintenant à chaque fois qu'on fait tuer et massacrer des milliers d'hommes pour enlever une ligne de tranchée. Que fera la France de l'avenir si l'on détruit toutes celles du présent? Lettre de Marcel Étévé du 27 juillet 1915. Un manque d'hygiène partagé. Marcel Étévé est né à Paris en mai 1891. Élève brillant, il fait ses classes comme soldat à la fin de l'année 1914. Il est promu lieutenant en janvier 1915 au 417e régiment d'infanterie. Il découvre le front et la guerre des tranchées en avril 1915. Il meurt dans la Somme le 20 juillet 1916. À sa mère.
Tranchée d'Autrèche, 27 juillet 1915. Grande besogne d'installation en première ligne. Ces changements continuels de secteur, qui ont bien leurs désagréments, ont du moins l'avantage de tenir notre activité en bonne forme, ce qui est salutaire. Le nouveau secteur n'est pas terrible. On y passe le temps comme dans les autres. Et c'est pittoresque, ce qui ne gâte rien. Mon ordonnance sans paix est une perle. Quand nous déménageons de secteur, je n'ai rien à lui dire. Il sait ou devine ce que je dois prendre avec moi dans ma musette, ce que je dois mettre dans le sac. Je vais faire un tour de quelques minutes, et quand je reviens, tout est prêt. Et d'un dévouement entier, jamais ne rouspète, toujours content, et très discret. Il partage ma cagna en ce moment. Il couche dans la niche au-dessus de mon auge à paille. Nos puces s'échangent de haut en bas et de bas en haut. Mais je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas. C'est parfait. Notre cuisinier Esteb est également un type remarquable, doux comme une fille, avec d'énormes moustaches de franc, et il soigne sa popote amoureusement. Ses soupes sont des monuments de l'art culinaire, ses cassoulets et ses frites au-dessus de tout éloge. Rien à signaler dans le secteur, sinon des mouches et des rats. Oh, les rats! Tout le temps je les entends courir derrière les toiles goudronnées ou les toiles de tente qui tapissent les murs. Ils ne se contentent pas de ça. Je viens de trouver sur ma table du chocolat avec la trace bien nette de dents pointues. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont bien pris le meilleur. Un minen est arrivé pendant que j'avais la bouche ouverte pour parler à M. Fontenille. Il m'a fait rentrer mon éloquence dans le gosier et m'a suffoqué pendant 5 minutes. Mauvaise odeur et sale fumée. 1er août. Appris avec un peu de satisfaction la dernière victoire stratégique des Russes à Varsovie. Décidément, il n'y a que nous qui puissions tenir le coup contre les Boches. N'y pensons pas trop, à tous ces événements plus ou moins gais. Lettre de Maurice Pensuet du 22 février 1916. Les corvées d'un fantassin. Maurice Pensuet a 19 ans en 1914. Il est horloger de formation et photographe. Célibataire, il rejoint le front en avril 1915 et entretient une correspondance suivie avec ses parents. Son régiment d'infanterie se trouve à l'est de Nancy lorsqu'il écrit cette lettre, au lendemain du déclenchement de l'offensive allemande sur Verdun. Il est démobilisé en 1918 et revient à la vie civile. Le 22 février 1916. Mon cher papa, ma chère maman, j'ai reçu hier soir 2 bonnes lettres de vous. Elles arrivaient bien pour me remonter un peu le moral. Vous allez voir s'il y a de quoi ressauter. Nous sommes restés 6 jours à la Neuveville. Durant 3 jours, nous avons fait les bûcherons, matin et soir. Ça allait encore. Mais les 3 dernières nuits, la compagnie montait aux tranchées pour déblayer les boyaux que les pluies continuelles transforment en ruisseaux de boue. De 7 heures du soir à 4 heures du matin, nous étions dans la mouscaille, par-dessus les genoux. Impossible de se servir d'outils, et c'est avec les mains qu'il fallait rejeter la terre sur le parapet. Après avoir fait ce métier-là toute la nuit, nous restions couchés la journée, nous levant à peine pour manger, et le soir, il fallait remettre les capotes mouillées et pleines de boue, et recommencer le même fourbi. Mais tout cela fait partie du métier, et bon gré mal gré, il faut le faire sous peine d'en avoir un jour par-dessus la tête. Seulement, c'est la suite. Pendant la nuit du 20 au 21, nous avons travaillé jusqu'à 2 heures. Rentrés à 3h30 à la Neuveville, nous en partons à 5 heures, avec le sac complet sur le dos. Arrivés à 7 heures,
on nous annonce aussitôt qu'il faut être propre à midi, fusil nettoyé, souliers graissés, pour... On ne nous le disait pas. En 4 heures, il a fallu faire les travails de 2 jours. Si vous aviez vu dans quel état nous étions. Enfin, à midi, tout le monde est prêt. Et nous sommes allés à 10 kilomètres servir de guignol à un groupe d'officiers, faisant leurs études pour être commandants de compagnie, ramper, déploiement en tirailleurs, etc. Et pour clore, le bataillon a fait l'assaut d'une crête. Mais là, tout le monde a refusé de courir. Et nous avons été jusqu'au but à atteindre, au pas, et l'arme à la bretelle. Avouez qu'il y a de quoi se buter. Je vous quitte en vous embrassant de tout cœur et en vous assurant que, malgré les tracasseries du métier, je tiendrai bon jusqu'au bout. Mais cependant, vivement la fin. Lettre d'Henri Despérières du 20 juin 1915. Des préoccupations vitales. Le sergent Fourier Henri Despérières est engagé avec son régiment dans la 2e bataille d'Artois. Il évoque son quotidien dans la tranchée à la fin d'une lettre. Le jeune sergent disparaît au combat avec 1/3 de son régiment en septembre 1915. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le 20 juin 1915. Chère maman, je ne voudrais pas te laisser sur une trop mauvaise impression. Je ne suis pas de ceux qui ont le plus souffert ces derniers jours. Le commandant et nous avons toujours un abri et nous ne risquons beaucoup qu'au moment où nous allons porter des ordres. Aussi, c'est plutôt pour les autres que je parle. J'ai vu des pauvres malheureux se presser devant la porte de notre abri et nous en avons fait rentrer autant que possible. Mais les autres, l'abri n'était pas déjà bien grand et beaucoup sont restés devant la porte comme un pauvre chien un jour de pluie devant la porte de son maître. Maman, tu n'es pas une des mamans les plus malheureuses, mais combien j'en plains qui le sont plus que toi, hélas. Tu connais peut-être le plus jeune des fils de Laprade ? Il a été tué ces jours derniers. C'était un des plus beaux garçons qu'on puisse voir. Parti caporal, il était sous-lieutenant et avait fait toute la campagne. Ah, la paix, la paix! Nous allons relever ce soir un de nos bataillons qui est encore en première ligne. Dans 2 jours, nous serons relevés et nous irons au repos en arrière. Je suis bien content que le colis que je vous avais expédié vous soit parvenu. Si j'avais prévu quelques jours avant de pouvoir vous envoyer des colis, j'aurais bien emporté un fusil de la tranchée Boche. Je suis très satisfait des colis que vous m'expédiez. Vous m'en envoyez assez. Ce qui peut me faire le plus de plaisir à moi, et surtout aux messieurs avec qui je partage, c'est 1. L'agnole, traduction eau-de-vie, liqueur. 2. Le pinard, traduction le vin, à condition qu'il soit vieux, bien entendu. Après ça, mettez ce que vous voudrez. Fruits, saucissons, volailles et paquets de cigarettes, etc. Je m'aperçois que je me trompe assez souvent en datant mes lettres. Que voulez-vous ? Nous sommes tellement abrutis. C'est à peine si je sais à quelle date nous nous trouvons. J'ignore continuellement à quel jour de la semaine nous sommes, et je m'aperçois que je me trompe parfois sur les mois. Veuillez m'excuser. Je viens de regarder dans mon agenda. J'ai vu que le 20 juin doit être un dimanche. J'en demande pardon au bon Dieu, mais je ne m'en doutais pas. Prenons courage, et ne nous désolons pas trop sur le sort de notre Émile. S'il est blessé, il y a de grandes chances pour qu'il ne puisse écrire de longtemps. Je te quitte, chère maman. Je t'embrasse bien tendrement, avec toi, papa, tonton, Marie et mes 2 petites nièces. Mes souvenirs aux voisins. Henri. J'adresse ma lettre à Marie à cause des choses que j'ai écrites et qui pourraient être compromettantes pour moi. Lettre d'Henri Despérières du 6 août 1915. Un retour de permission.
Henri Desperrières revient de la première permission accordée depuis son départ à la guerre en août 1914. Les perspectives militaires restent sombres, d'autant que le cafard hante le jeune fantassin, qui mourra lors d'une attaque un mois plus tard. Le 6 août 1915. Mes chers parents, me voici depuis hier au soir entré à la compagnie. J'ai débarqué en compagnie de quelques permissionnaires qui arrivaient avec moi à Civry en Argonne. Peu après, j'ai retrouvé mon régiment à Charmontois-l'Abbé et à Berval. Nous sommes déjà passés dans cette région. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de Civry-sur-Ante, où j'ai laissé mon matériel Bosch. J'ai appris en arrivant ici une assez désagréable nouvelle. C'est que le repos de la division était terminé et que nous allions reprendre les tranchées du côté du Four de Paris en Argonne. Je dois avouer que ce ne doit pas être le bon coin. Enfin, nous avons l'habitude. Je puis vous affirmer que le retour n'a pas été pénible du tout et que je reprendrai sans peine ma vie passée. À quoi bon se faire du mauvais sang ? Je passe ici pour un type très calme qui ne s'émotionne pas facilement. Je tâcherai de mériter toujours cette appréciation. J'ai trouvé ici à mon retour quantité de correspondances, dont quelques-unes émanaient de vous. Je n'ai plus aucun intérêt à leur répondre. Les permissionnaires rentrent. La plupart se disent fort dégoûtés par ce qu'ils ont vu à l'arrière. Je crois bien en effet que dans les villes, on ne ressent guère de l'état de guerre. Le commandant nous a dit qu'il revenait persuadé qu'on ne ferait pas de campagne d'hiver. Tout le monde en a assez, dit-il. Je crois savoir que les effets d'hiver que l'on avait déjà commandés ont été décommandés. Notre diplomatie agit fortement auprès de l'Angleterre pour l'engager à faire des sacrifices d'hommes ou de matériel nécessaires, qu'elle n'a pas fait jusqu'ici. Je crois, conclut-il, que la guerre sera terminée dans 3 mois. Pour moi, je vous avoue que je ne le crois pas. Au revoir, mes chers parents. Recevez les baisers affectueux de votre cher Henri. Nous partirons. Lettre de Césarine Pachou du 5 septembre 1914. Les soucis d'une paysanne. Césarine, née en 1874, se marie à 22 ans à Joseph Pachou. Ils n'ont pas d'enfants lorsque la guerre éclate. Le couple possède et exploite une petite ferme à Mézerat. En 1914, Joseph part à la guerre comme ordonnance. Il est démobilisé en janvier 1919. 5 septembre 1914. Bien cher Joseph, un long mois s'est écoulé depuis qu'on a pu causer ensemble. Que de choses à se dire, que de conseils à te demander. Te dire d'abord qu'il y a 15 jours, les cochons s'étaient bien vendus à la foire de Bourg à 50 francs. Je pensais que j'aurais meilleur compte d'engraisser les nôtres. J'ai donc acheté 100 kilos de farine de maïs, et que ça ferait le plus d'abonde. Et je leur ferai manger des pommes de terre qui veulent pourrir. Mais je n'ai pas réussi mercredi. Ils se sont vendus les plus beaux 36 francs. Je regrette d'avoir acheté pour 26 francs de farine. Hier, je suis allé payer les contributions. Encore 26 francs. Et l'argent, c'est difficile. Je pensais bien prendre le père Rollet en journée quelquefois pour faire débarrasser un peu l'herbe des terres. Mais je vois que c'est impossible. La journée à 2 francs. L'argent, ça va encore vite. Je l'ai pris un jour pour rentrer le regain. J'ai monsieur Gervais quelquefois pour rentrer le pré d'en haut. Il est venu arracher les pommes de terre, et il m'a dit qu'il reviendrait un jour de la semaine prochaine. Madame Ravassar vient encore souvent m'aider aussi. Le père maréchal est venu aussi cribler le blé pour faire les semences. Mais il est encore bien sale. Le cousin m'a dit qu'il en aurait encore pour nous.
Je l'ai déjà retenu pour les semailles si tu n'étais pas rentré. Je fais tout comme je pense bien faire, mais je voudrais que tu me dises ce que tu penses, si mes idées sont bonnes. Maintenant, je veux te dire que tous les parents et voisins sont en bonne santé. Pour les nouvelles du pays, on s'intéresse aux blessés. Il y a André Simard qui est en convalescence. Le fils Copé est aussi blessé, le gendre de Pierre Bozonnet et peut-être d'autres qu'on ne sait pas encore. Marcel me dit de te demander si tu vois son père. En attendant le plaisir de recevoir ta réponse, reçois mes amitiés sincères. Je pense à toi. Césarine. Lettre de Victorine Garrigue du 23 novembre 1914. Le courage d'une épouse. Depuis 1906, Victorine est l'épouse de Marcel Garrigue, serrurier du Lot-et-Garonne. Elle est mère de 4 enfants lorsque la guerre éclate. Elle écrit régulièrement à son mari jusqu'au décès de celui-ci, le 12 décembre 1915, dans le Pas-de-Calais. 23 novembre 1914. Cher Marcel, je viens te raconter un peu ce que fait et pense toute ta famille. D'abord, nous nous portons tous très bien et désirons que tu sois de même. Hier, dimanche, j'ai envoyé un colis. Il y avait une boîte de conserve, 2 paquets de tabac, une boîte de pastilles Valda. Cela te fera beaucoup de bien. J'avais acheté du chocolat, mais je n'ai pu en mettre. Le paquet aurait été trop lourd. Il ne faut pas que cela pèse plus d'1 kilo. Henri Ducion a réécrit chez lui. Il t'envoie bien le bonjour et te fait dire d'avoir bien du courage. Il vient d'être bien malade. Il souffre beaucoup du froid. Enfin, il faut espérer que cela finira bientôt et que vous reviendrez tous. Marcel Ramouna repart cette semaine sur le front, ainsi que Segui qui a été blessé où Ramouna l'a été également. Ils ont beaucoup de courage. Hier, dimanche, il est arrivé des blessés. Ils ont dit qu'on les aurait et avant peu. J'ai lu les journaux. Ce matin, les Alboches et les Autrichiens se sont battus. Le Portugal s'est mis de la partie contre cette maudite race, et les prisonniers allemands qui sont à Marmande ont refusé de travailler, disant que maintenant, ils voyaient qu'ils étaient fichus. Ailleurs, ils auront sans doute beaucoup à faire chez eux, car les Russes marchent vertigineusement. Alors tu vois, il te faut avoir beaucoup de courage. Quand tu reviendras, on t'aimera le double pour rattraper le temps perdu. Comme je plains les jours que nous étions contrariés, comme nous avons alors perdu de temps. Mais il faut espérer que tout cela s'oubliera. Pense qu'aujourd'hui, le 23 novembre, ton gosse a 6 mois, et nous 8 ans que nous sommes mariés, le 28 octobre. Que de choses depuis. Enfin, laissons tout cela, je m'oublie à te dire des bêtises. Nous en reparlerons quand tu reviendras. Ici, à Tonins, c'est triste quand on se rencontre avec des personnes qui ont leur fils ou leur mari, leur frère. On n'entend que ça. Vous avez des nouvelles? Se porte-t-il bien? C'est tout ce qu'on entend. Le soir, il y a foule à la gare. Mon père va tous les soirs chercher la France. Je la lis jusque vers 10 heures et je m'aperçois qu'on leur fiche de bonnes raclées. En ces moments-ci où je t'écris, je suis seul avec les 4 gosses. Je berce Armand avec le pied, et si j'ai le malheur de le regarder, il me sourit tant qu'il peut. André et Aliette chantent. Mon papa m'adore et maman aussi. Et Aline parle à son petit papa. Elle dit « Une bise, mon papa, tu es bien mignon. Je te quitte, tu seras content de ma lettre. Tu oublieras un peu la fatigue. Alors, courage. Bientôt, ce sera fini. Et tu reverras tous ceux qui t'aiment et qui pensent souvent à toi.
Reçois de ta femme qui t'embrasse bien fort beaucoup de baisers, ainsi que de toute la famille. Lettre d'Henri Barbus du 14 avril 1916. La guerre au présent et au futur. L'écrivain Henri Barbus a 41 ans lorsqu'il s'engage en 1914. Il reste au front de décembre 1914 à la fin de 1915. Il est affecté à un poste de secrétaire lorsqu'il écrit cette lettre à sa femme. Son roman de guerre, Le Feu, où il raconte sa vie dans les tranchées, est publié en 1916 et obtient le prix Goncourt. Henri Barbus meurt en 1935. 14 avril 1916. Mon pauvre petit Coco, si je pouvais vous insuffler un peu du calme avec lequel je vois les événements se dérouler, du moment que rien ne peut en modifier le cours. Et puis, il y a une idée qui s'ancre de plus en plus en moi, c'est que vraiment, il y a trop d'hommes qui ont bêtement voulu et préparé la guerre actuelle, et que mes contemporains, vous savez la piètre idée que j'ai d'eux, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que ce qui est arrivé arrive. Quand on vient nous dire « c'est l'Allemagne qui a attaqué », on a raison. Mais quand on ajoute que nous étions des petits saints qui honoraient et pratiquaient le pacifisme, et que jamais, oh mon Dieu, nous n'avons eu des idées de revanche et de triomphe militaire, et que jamais nous n'avons commis vis-à-vis de l'Allemagne le moindre acte d'hostilité et de provocation, on attige un peu la cabane, comme on dit ici. La crise actuelle est l'aboutissement logique et fatal des vanités nationales, et que chacun en prenne sa part de responsabilité. J'ajoute qu'elle sera, dans un temps donné, dans 10 ans, dans 20 ans, suivie d'une autre guerre, qui achèvera la ruine en hommes et en argent du vieux monde. Si d'ici là, les peuples qu'on mène à la boucherie ne prennent enfin la simple et logique résolution de se tendre la main les uns les autres, à travers les préjugés des traditions et des races, malgré les désirs des gouvernants, et à travers toutes les stupidités de l'orgueil belliqueux, de la gloire militaire, et des malhonnêtes calculs commerciaux des nations pour prospérer, en empêchant par la force et le brigandage l'expansion du voisin. Lettre à Madeleine de Guillaume Apollinaire. Lettre du 16 avril 1915. Mademoiselle, je n'ai pas pu vous envoyer mon livre de vers parce que mon éditeur est aux armées comme moi et que sa maison est fermée. Je vous l'enverrai dès que je pourrai. Vous souvenez-vous de moi entre Nice et Marseille au 1er janvier? Mes hommages très respectueux. Je vous baise la main. Guillaume Apollinaire. Envoi du brigadier Guy de Kratowitzki, 38e d'artillerie, de campagne 45e batterie, secteur postal 59. Lettre du 5 mai 1915. Mademoiselle, quelle extraordinaire surprise m'attendait hier soir vers 10 heures, pendant une incroyable canonnade agrémentée de fusillades, et cependant que tournait le moulin à café. J'étais encore à cheval, et dans la nuit noire de la forêt où nous vivons dans des huttes, le vague mestre me crie « Un paquet d'Algérie pour toi !» Et le gentil colis oranais était là, tandis que pleuvaient les 120 et les 88 Autrichiens et les 77 Boches. Caisson mignon, tout chargé d'obus délicieux et pacifiques. Je ne sais comment vous remercier personnellement. Mais en attendant que l'occasion s'en présente, comme je n'ai pas profité seul du gracieux envoi, je vous envoie les remerciements de tous les gradés de la batterie qui, comme moi, ont goûté aux cigares et, comme moi, les ont déclarés exquis. Et maintenant, assis sur un sac d'avoine, écrivant sur un tronc d'arbre, je vous revois petite voyageuse diserte, aux longs cils, au visage expressif. Quelques heures dans un train, un merveilleux souvenir.
et la guerre comme des corps avec la pluie, tandis qu'ils tonnent désespérément et à mourir du côté de perte. Ici, c'est maintenant plus calme qu'hier soir. Un obus passe parfois en miaulant au-dessus de ma hutte. Je reprends ma lettre, discrète et lointaine messagère de la belle Afrique ensoleillée. La pluie, le vent sont tout à fait tombés. La forêt m'entoure avec ses noirs repères. Entre les branches, voici le ciel qui me donne la tendre impression d'un œil bleu-noir, immense et fidèle. C'est ici l'ultime limite de la France guerrière. L'artillerie est tout près des tranchées des fantassins, qui ici sont à 60 mètres des tranchées allemandes. Pas un arbre qui ne conserve la trace d'un éclat d'obus. Des troncs sont brisés, mâchés pour ainsi dire, comme de mon temps les porte-plumes des écoliers. Votre lettre a mis 10 jours à me parvenir, et maintenant que j'ai votre gentille promesse, je n'aurai de réponse que dans 20 jours ou un mois. Donc écrivez-moi un peu plus souvent. Moi, je vous écrirai aussi le plus souvent que je pourrai, si vous voulez bien. Et dans ma prochaine lettre, je vous parlerai de ma vie, des tranchées, de mon cheval Loulou, et de poésie aussi s'il reste de la place. À moins que... Un trop long silence ne vous renseigne suffisamment, et je mets à vos pieds, mademoiselle, les hommages très respectueux de Guillaume Apollinaire. Lettre du 11 mai 1915. Petite fée, nous avons eu la même idée, la même inquiétude l'un et l'autre. Ne nous laissons pas trop longtemps sans nouvelles. Votre gentille carte d'aujourd'hui, envoyée le 3, m'a causé une surprise plus merveilleuse encore, s'il le peut, que la première lettre, car je n'espérais plus rien avant une vingtaine de jours. Je voulais vous écrire ces jours derniers, mais je n'ai pas eu de temps à moi. Je vous ai promis des détails sur la vie ici, et votre nouvelle carte en demande. Je vous dirai aujourd'hui les tranchées des fantassins. J'ai l'occasion d'y aller quelquefois. Voici donc mon dernier voyage à ces fossés qui défendent la France. Je suis parti avec un conducteur et un servant. Nous nous sommes arrêtés pour regarder quelques obus boches ou autrichiens non éclatés. Puis, ayant continué notre chemin, nous nous sommes trouvés parmi les servants d'une batterie d'un autre régiment qui s'installait sur cette position. Zmm, pan. Un 88 Autrichien explose à 4 pas de nous. Les servants de l'autre régiment nous crient de nous réfugier avec eux dans leur cagnard souterraine à peine installée. Mais l'arrosage continue. Nous étions à plat ventre et nous rampions. Un obus de canon revolver, tout petit obus, vient s'enfoncer sans éclater à l'endroit que nous avions abandonné en rampant. Nous arrivons à la cagna et dès que nous y sommes, un obus éclate à l'entrée et fait voler des feuilles et de la terre sur nous. Nous attendons la fin de l'orage et en route. Nous arrivons sans encombre aux tranchées des fantassins, fossés blancs, creusés dans la craie. C'est d'une propreté, d'un silence inconcevable. J'ai écrit à quelqu'un que j'imaginais ainsi la muraille de Chine. Mais ici, c'est un fossé, des fossés, car ces boyaux s'enchevêtrent à l'infini. Ils ont des noms. L'un de ces cheminements porte le vôtre, Allée Madeleine. Je l'ai suivi avec un émoi dont vous sourirez peut-être. Dans chaque boyau, tous les 5 ou 6 mètres, un enfoncement permet de se ranger pour laisser passer ceux qui viennent en sens contraire. En face du renfoncement est un trou pour l'écoulement des eaux. La plupart de ces boyaux sont à hauteur d'homme, mais il y en a un où il faut ramper. C'est un boyau de seconde ligne. En première ligne, nous étions à 80 mètres des tranchées Boche. On les voyait très bien par les meurtrières et les créneaux. Il y a là des créneaux partout. Dans certains postes avancés, au lieu de créneaux, ce sont des meurtrières. Sur la tranchée, des caisses de bois sans fond ni couvercle et de petits sacs de terre dessus et autour. Là sont les sentinelles. On voit peu de soldats. Ils sont dans des cagnats souterraines.
On voit les pieds de ceux qui dorment. Parfois, à la porte d'un de ces trous, quelqu'un lit. Lors d'un voyage précédent, un sergent lisait ainsi un roman de Walter Scott. Pendant ce dernier voyage, j'ai vu un adjudant qui lisait la traduction du Faust de Goethe par Gérard de Nerval. Un caporal lisait Les millions du trappeur par Louis Noir. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes, sans danger naturellement. Elles sifflaient dans le silence, ou plutôt fouettaient ce grand silence. Quelques poilus, d'ici, de là, polissaient des bagues faites avec l'aluminium des fusées de l'obus Bosch du 77. Et puis, après avoir rempli notre mission, nous sommes revenus doucement par les boyaux d'arrière où de jeunes soldats se lavaient ou s'épouillaient. À propos des bagues, si vous voulez bien m'envoyer la mesure de votre annulaire, je vous ferai en 2 ou 3 jours une bague comme en font les autres, si vous voulez bien. Ces bijoux sont, sinon précieux, du moins assez plaisants et assez touchants. Ce sont d'amusants souvenirs de la guerre. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai de l'artillerie qui se trouve, comme vous savez, un peu en arrière des tranchées des fantassins. On s'embête un peu tout de même dans la forêt. Écrivez-moi longuement, petite apparition charmante. Je n'ose vous demander une photographie, mais si vous saviez combien il me ferait plaisir d'en avoir une, peut-être cela vous déciderait-il à passer sur bien des considérations. Votre portrait serait dans la poche intérieure de ma veste, du côté gauche, du même côté que le sabre et le revolver. Et sur le cœur de votre poète, ce portrait pourrait jaser avec ses armes et serait ainsi en bonne compagnie. Un seul bouleau crépusculaire sur le mont bleu de la raison. Je prends la mesure angulaire du cœur à l'âme et l'horizon. C'est le galop des souvenances, parmi les lilas des beaux yeux, et les canons des indolences tirent mes songes vers les cieux. Adieu, petite fée très lointaine et si proche, je vous baise la main. Guillaume Apollinaire. Lettre du 30 novembre 1915. Mon amour, notre 2e jour de première ligne est commencé. C'est calme. Il n'y a que la mousqueterie et l'artillerie pour le moment. Notre tranchée est prise d'enfilade, et les balles y sifflent tout le temps. Je la fais creuser pour parer à cet inconvénient qui peut coûter la vie à de braves gens. À certaines heures à peu près fixes, on nous bombarde d'obus de 105 et quelques 77 fusants, une pièce qui doit être tout près. Mais enfin, pour le moment, pas de ces terribles engins de tranchée qui sont plus terribles que tout et dont on parle si peu. You-You, ainsi nommé du bruit plaintif qu'il faisait entendre en venant et que les Boches sont arrivés à supprimer. Si bien qu'on ne les entend plus venir, et comme ils les peignent maintenant en bleu ciel, on ne les voit plus non plus. Boîte à merde, sorte de lit ou de grande malle qui arrive à une 60aine de mètres de hauteur, qui piquent brusquement et détruisent 200 mètres de tranchées, avec tout ce qui s'y trouve. Seaux à charbon, espèce de bombe ainsi nommée de leur forme et pleine de toutes sortes de ferrailles. Engin horrible. Marie-Louise, le plus grand de tous ces engins, bombe très haute et d'effets épouvantables. Nous n'avons que nos petits paniers avec les grenades à la main. La section de réserve, tandis que nous veillons, fabrique les sphères, les chevaux de frise, les trébuchets pour augmenter nos défenses accessoires. Tout ça est bien singulier et bien épouvantable. Pas plus que la vie de tranchée. Les fantassins dorment partout, brusquement, sous la pluie, sur le sol. Ils aiment se creuser des niches de 40 cm de haut sur 1,80 m de long, en forme de berceau à flanc de tranchée. Ils mettent leur toile de tente devant, et les voilà pourvus d'un appartement où ils se trouvent bien. Mon amour adoré, pas de lettre de toi, d'ailleurs aucune lettre de personne, parce que l'on ne m'a pas encore fait suivre.
Je souhaite une lettre de toi aujourd'hui. S'il m'arrivait quelque chose, tu serais prévenu, car j'ai donné ton nom comme personne à prévenir. J'ai donné toi et ma mère. Mais j'ai beaucoup de confiance, de certitude même qu'il ne m'arrivera rien, même si on monte à l'assaut de l'affreuse butte. 9 jours sans se laver, couché par terre, sans paille, sur un sol rempli de vermine. Pas une goutte d'eau, sinon celle qui sert aux appareils vermorels pour vaporiser les masques à l'hyposulfite en cas de gaz. Nous avons mis des girouettes sur les parapets pour connaître la direction des vents, et j'ai donné une douille de 75 à un de mes guetteurs pour frapper dessus comme sur un gong dès qu'il verra onduler les gaz. La tranchée de craie est très mauvaise et s'éboule souvent. Il faut tout le temps consolider au moyen de sacs à terre. Le quart qui se répète de 6 heures en 6 heures est très embêtant, mais très nécessaire, sans quoi les hommes s'endormiraient au créneau par la grande fatigue. Moi qui dors peu, je n'ai qu'à m'étendre sur le sol comme font ces pauvres enfants que je commande, et je m'endors aussitôt. C'est fantastique ce qu'on peut supporter. Il n'y a guère de charbon, mais forcément on fournit la ration réglementaire des officiers. Alors j'ai pris mes 2 sergents à coucher avec moi, et les hommes qui ont froid peuvent se réchauffer 4 par 4. De plus, mon feu sert à réchauffer leur soupe. Ils sont très contents, les pauvres gars. J'ai 2 sergents épatants qui font campagne depuis le début. Jean-Marie, Toulousain, 33 ans, croix de guerre, proposé pour adjudant, énergique, rouspéteur, grognard, mais de premier ordre. Voraqueux, de l'Aisne, son village est envahi, 20 ans, courage du lion. Les caporaux sont moins bien, mais les sergents savent les mener. Mon amour, je prends ta bouche, je t'adore, Guy. Lettre du 18 mars 1916. Mon amour, j'ai été blessé hier à la tête par un éclat d'obus de 150 qui a percé le casque et pénétré. Le casque, en l'occurrence, m'a sauvé la vie. Je suis admirablement bien soigné et il paraît que ce ne sera pas grave. J'écrirai quand je pourrai. Ton Guy. Lettre du 23 novembre 1916. Ma chère petite Madeleine, je suis fatigué, et il y a si peu d'amitié pour moi en ce moment à Paris que j'en suis navré. L'égoïsme est partout. Je vais beaucoup mieux, mais avec de grands étourdissements encore, et une impotence fonctionnelle du bras gauche. Je ne suis plus ce que j'étais à aucun point de vue, et si je m'écoutais, je me ferais prêtre ou religieux. Je suis si éloigné de mon livre qui vient de paraître que je ne sais même si je te l'ai fait envoyer. Sinon, avertiment. Je te le ferai envoyer aussitôt. Je t'embrasse 1000 fois.